toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Merci à tous les nouveaux abonnés qui se sont inscrits sur la chaîne YouTube des Rois du Bitcoin et nombreux également sont qui ont rejoint le Discord des Rois du Marché. Le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, ça permet de booster l'algorithme de YouTube et faire connaître la chaîne. On fait des vidéos quotidiennes et bien plus encore. Et on va d'ailleurs parler de Bitcoin aujourd'hui et refaire un petit tour d'horizon, prendre du recul et voir ce qui est en train de nous arriver. Est-ce que c'était prévisible? Est-ce que c'était convenu? Mais la bonne question à se poser, c'est est-ce que c'est sain pour le marché? On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des Rois du Marché. Lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez. Elle prend tout son sens à l'heure actuelle puisqu'on achète les creux sur nos cryptoactifs préférés. C'est une stratégie de risk management complètement gratuite, aussi bien sur les marchés crypto que sur les marchés traditionnels. On va parler Bitcoin. On l'a vu hier. Pas mal de dips et pas mal d'acheteurs de dips qui se font un petit peu malmener sur des gros leviers. Il y a les open interest qui commencent à se dégraisser, donc c'est extrêmement sain pour le marché. On arrive donc dans une zone d'achat court terme et qui peut être bien évidemment essayer d'être joué. Donc je les joue comment? Sur des petites structures, sur des time frames plus modestes. On peut travailler sur le 4 heures qui est très représentatif des marchés crypto. Beaucoup en fait d'analystes financiers utilisent ces time frames en 4 heures et c'est pas une mauvaise chose puisque plus de gens voient la même chose et jouent généralement la même chose et il faut qu'il y ait un maximum de gens qui jouent la même chose et voient la même chose au même moment pour pouvoir avoir une réaction sur le price action. C'est toujours la même chose donc n'ayez pas peur d'être dans la même direction que la majorité, c'est pas une mauvaise chose, puisque généralement on essaye de jouer ce que l'intégralité des gens jouent, et d'autres se mettent contrepartie de nous, bien évidemment. Généralement c'est algorithmique, voire smart money ou market maker, qui essaye de nous déloger. Mais partez du principe que si on voit tous la même chose, c'est pas du tout une mauvaise chose. Bon, on attendra des petites structures, pourquoi pas des petites structures en W pour aller chercher encore une fois un premier arrêt. Ici, on a eu exactement la même situation de marché. On a pingé le 0,618. C'est algorithmique. On a un rejet avec 4 petites bougies ici. Ratio de 1 pour 1, parfaitement exécuté. Je rappelle la règle de ces petites W, que ce soit en horaire, 4 heures, daily, weekly. La règle, c'est qu'il y a 84% ou 83% de taux de réussite sur un ratio de 1 pour 1. C'est intéressant de l'observer. Donc, ça peut être une première piste de réflexion. Et vous prenez la direction. Quand on attend des petites structures potentiellement de retournement, ce qu'on appelle en fait des creux ascendants et des hauts ascendants, ça permet en fait d'être dans le flux et d'être dans la tendance. Ici, on n'est pas forcément dans la tendance, on est plutôt baissier. Donc acheter ici serait plutôt contre-tendance. Sur des petites time frames, je parle bien évidemment. Si on commence à retourner ce marché avec des structures, à ce moment-là, on retrouve la tendance et l'objectif, c'est quoi? D'aller faire un nouveau plus haut, tout simplement, parce que tant que le premier arrêt tient, l'objectif, c'est de faire un nouveau plus haut. Et le premier arrêt, il se trouve beaucoup plus bas. On va prendre un petit peu plus de recul, on va monter sur une time frame, notamment au weekly, on en a déjà parlé hier, mais je pense que c'est intéressant et important de le reprendre ensemble, puisqu'il y a deux choses qu'on est en train d'observer. La première chose, je vais aller sur une autre time, je vais aller sur Bitfinex, c'est pareil. Vous avez en fait une bougie qu'on appelle une spinning top. Ici, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est un doji japonais qui permet en fait de nous signaler sur, pas une pattern, mais vraiment un doji, une bougie ici de retournement potentiel. Donc beaucoup la jouent. L'objectif généralement de l'ampleur de ces corrections, c'est l'intégralité de la hauteur de la bougie. Je vous le dis en toute franchise, si vous jouez un petit peu les doji japonais, vous prenez l'intégralité de la hauteur de la bougie et vous allez en fait chercher tout simplement des objectifs beaucoup plus bas par rapport au doji, donc quels que soient les time frames visés. Ce doji japonais, donc ce spinning top, peut se transformer en quelque chose d'un peu plus virulent qui s'appelle une ending star. Une ending star, c'est plus des doji, c'est une pattern, notamment en 3 bougies. Et pour venir valider, clôturer cette ending star, il faudra tout simplement venir clôturer en dessous des 64 500 $, ici en hebdomadaire. Donc on confirmerait une pattern ici de retournement. Dès lors, si on confirme cette pattern de retournement, ça nous ouvre un objectif. Et cet objectif, tout le monde le connaît. C'est le premier arrêt de tout le précédent mouvement qui se trouve actuellement sur les 51 000 $. Vous voyez, nous n'y sommes pas. Très important. J'aimerais aller beaucoup plus loin et parler des whales. Parce qu'il semblerait que des whales soit actuellement sous l'eau. Et pas n'importe quel whales, c'est les whales du côté de BlackRock. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous vous rappelez, il y a quelques jours en arrière, on avait dépassé le $1 milliard d'inflow sur les ETF au comptant Bitcoin, avec 849 millions de dollars du côté de BlackRock et 50 millions de dollars du côté de Fidelity. Bitwiz, ça a été 24 millions de dollars, etc. etc. Bon. Et d'ailleurs, un inflow historiquement faible du côté de GBTC. Comprenez-le comme suit. À quel moment a été effectué ces inflows de façon excessive ou de façon importante, pas forcément excessive. Sur un marché peut être excessif pendant très longtemps, soit dit en passant.
le 12 mars. On va regarder le 12 mars par rapport à ce doji et vous allez regarder quelque chose de très intéressant. C'était donc la bougie du 11-12 mars ici. Donc partez du principe qu'actuellement vous avez à peu près 10% des whales, parce qu'on peut partir du principe que chez Fidelity, Ark Invest, chez Grayscale, chez BlackRock, c'est plutôt des personnes qui ont du patrimoine financier et ils ont plusieurs milliers, voire dizaines de milliers, peut-être centaines, voire centaines de millions de dollars actifs sous gestion du côté de BlackRock. Il faut le comprendre comme ça. Donc plutôt, on peut partir plutôt ici que ce sont des institutionnels de la smart money, des big boys, donc des personnes assez fortunées, qu'on peut aussi appeler des whales. Et actuellement, 10% d'entre elles sont sous l'eau à l'heure où je vous parle. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave du tout. Je pense qu'ils ont l'habitude et ils comprennent qu'il y a une forme de volatilité spéculative sur ce marché. En revanche, ce qu'il faut comprendre de façon extrêmement claire et limpide, c'est que si on commence à s'affranchir de ces niveaux de valorisation, qu'on vient à réintégrer, notamment sur des bougies en trimestriel, voire mensuel, en dessous des 60 000 $, qui ouvrirait la voie des 50 000 $ par rapport à notre Evening Star, qui pourrait éventuellement être confirmé dès la fin de cette semaine. C'est plus 10% de ces acheteurs d'ETF qui seront sous l'eau, ce serait plutôt 50%. Pourquoi? Parce que si vous prenez tout simplement et décortiquez les flux par rapport au niveau de valorisation jour après jour, partez du principe que les fameux 50 000 $ correspondent à 50% des personnes qui seront dès lors en perte. 50% des acheteurs d'ETF seraient en perte. Et c'est ici où on pourra partir du principe que la moitié ou la majorité des personnes qui sont actuellement et qui ont investi dans les ETF au compte en Bitcoin sont tout simplement perdants. Et ça peut ouvrir à des effets émotifs assez spectaculaires, des aversions assez dégradantes. Dès lors, ça pourrait ouvrir la voie, et ici, pas forcément d'un catalyseur externe ou macro ou microéconomique, mais plutôt un catalyseur interne on-chain par rapport à la dynamique de Bitcoin. Dès lors, je vous explique, il faut coûte que coûte, ça fait plusieurs jours que je vous le dis, qu'il faut tenir ces 50 000 $. Vraiment, il faut les tenir, parce que si on venait à les perdre, on pourrait avoir une panique généralisée du côté de la smart money. Dès lors, ils auront quand même perdu pour la plupart d'entre eux, grosso modo, 30% de leur capi. Je mets 2 millions de $, j'en ai perdu 600 000 en 25 jours. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Je vous le dis en toute franchise, ils ne sont pas très différents de nous, même s'ils ont peut-être pour la plupart d'entre eux beaucoup plus d'argent. À partir du principe, ça pourrait ouvrir à une panique ou un sell-off généralisé qui nous ouvrirait bien évidemment la porte à deux choses. Un, la target de JP Morgan, c'est pas pour la faute qu'il l'aurait dit, et également la target d'Hermès dans une zone de rechargement, d'achat moyen terme, court terme ici. Et il faut vraiment, et je pense que beaucoup d'entre nous avec un M majuscule, mais on le verra évidemment du côté on-chain et du côté des order flows, si oui ou non, les open interest et le funding se sont réellement dégradés, revenus sur une forme de normalisation. Sur ce premier arrêt, il ne faut pas beaucoup de pertes pour pouvoir éventuellement faire paniquer beaucoup de personnes. Mais il faut réellement essayer et tenter coûte que coûte de tenir ces 50 000 $. Et ces 50 000 $ sont importants d'un point de vue de la smart money comme du point de vue des retail et des investisseurs. Pourquoi? Puisqu'on sait qu'au niveau du maximum price de la fin du mois, donc c'est dans quelques jours et ça peut aller relativement vite dans un sens comme de l'autre du côté des cryptoactifs, soyons-nous préparés de cela, puisque le maximum price est à 50 000 $. Et on savait évidemment que c'était difficile de faire gagner le strike price. Donc l'objectif pour beaucoup de gros portefeuilles très aguerris, très déterminés, l'objectif c'est de clôturer au-dessus des 65 000 $ pour le 29 mars et pour plutôt les personnes qui sont actuellement teneurs de marché, notamment les échangeurs, l'objectif c'est de le clôturer le plus près des 50 000 $. Qui gagnera? La question reste ouverte. Je pense que tout sera catalysé de ce côté-là. Et nous avons du rouge sur cette première journée de semaine du 18 mars à moins 150 000 $. Pourquoi? Parce que vous avez un record historique d'outflow du côté de GBTC. Donc on est tous très contents quand vous avez des records ou quand nous avons des records du côté de BlackRock. Alors, je ne dis pas que je suis pour, contre les ETF, etc. Ce n'est pas du tout le sujet. Je regarde juste la dynamique de prix. Donc, évidemment, et c'est à peu près logique, on comprend bien que ce sont les ETF, et ça fait plusieurs semaines qu'on en parle, qui drainent actuellement l'action de prix sur le marché Bitcoin notamment, et l'ensemble du cryptoactif, soit dit en passant. Et quand vous avez des sorties massives, ça se voit sur le cours, tout simplement. Donc, ce qu'on veut voir, et si on continue à avoir une forme de dégradation franche et forte du côté de BlackRock et des outflows fort et tendanciellement haussier du côté de GBTC, à ce moment-là, partez du principe que ça devrait très fortement retracer.
Pas plus de choses à dire de ce côté-là. On parle du côté de Bitfinex. Bitfinex est un échangeur plutôt de smart money, de whales, qui joue la zone. Hein, on en avait parlé de cette zone et on en reparle ici sur des petits time frames, hein, aux alentours des 618-786. Donc juste là, 63 62 000 $. Donc c'est une bonne zone pour essayer de jouer le flux, hein, tout simplement la tendance court terme. Donc actuellement, rien n'est remis en cause, même si on commence à observer des creux toujours plus bas que les précédents et des plus hauts toujours plus bas que les précédents. Pas forcément ce qu'on recherche, donc on attendra tout simplement des retournements. Et qui pose ces retournements-là dans des zones de volume, et on va en parler juste après, bah c'est plutôt les grosses whales de Bitfinex. Et on voit qu'ils jouent la jaune, tout simplement. Donc ils achètent plutôt buy market ici. Ils ont quelques ordres limites, et les prochains, c'est en dessous des précédents lots ou très proche des précédents lots. Donc je suis très heureux de l'observer, c'est très algorithmique, mais c'est comme ça que ça fonctionne. On s'en fiche de tout ce qu'on peut entendre ou tout ce qu'on peut croire. Ce qui compte, c'est ce qu'on voit et ce qu'on joue, tout simplement, en fonction de nos propres considérations. D'ailleurs, je finirai cette vidéo là-dessus. Et juste après, on fera de l'order flow. Je pense que c'est assez... Bon, on va commencer par l'order flow et de voir un petit peu ce qu'on attend. Bon, on attend deux choses. Un, une dégradation au niveau des open interest. D'ailleurs, on va pas aller sur cette charte-là. On va aller sur cette charte-là. Par rapport à une accumulation assez agressive du côté des longues, des shorts aussi, hein, puisque si les open interest montent, bah, c'est qu'il y a une contrepartie en face, avec des fundings qui étaient on peut dire là, excessif, extrêmement excessif. Donc il y a une forme de dégradation. On revient sur des fundings plus équilibrés. Certains diront, moi j'attends du funding négatif. Alors le funding négatif, je vous le dis en toute franchise, c'est généralement quand vous avez des gros sell-off et qui en fait qui dérèglent complètement les fundings et les algorithmes au niveau des échangeurs. Mais c'est pas parce qu'en fait le prix baisse très fortement que les fundings sont nécessairement baissiers. Ça n'a strictement rien à voir. Si vous avez beaucoup de clôture de liquidation de longue qui vient se faire chasser avec une pression vendeuse, à ce moment-là, quel que soit le niveau de valorisation, ce sera du rouge en réalité. Hein. Il ne faut pas que ça baisse de 30% pour voir du rouge. Ça peut très bien baisser de 5% et on voit des fundings négatifs. Hein. Partez de ce principe-là. Mais il est vrai que c'est assez intéressant de voir du funding négatif puisque généralement le prix réagit par rapport à ces zones de funding négatif et surtout si les open interest venaient à se dégrader. C'est encore une fois extrêmement sain pour le marché. Donc vous voyez que la tendance reste haussière, mais les fundings peuvent être parfois tantôt négatifs, tantôt extrêmement positifs et les open interest peuvent rester en fait haussiers, croissants et tendanciellement haussiers et c'est pas du tout dérangeant. Évidemment, c'est juste que le marché doit et se doit de respirer. On ne peut pas faire gagner tout le monde, ou en tout cas la majorité, et ce, de façon prépondérante et en somme, tout le temps. Voilà. J'espère que j'ai été clair là-dessus. Ça, c'est la première partie du côté de l'order flow. La deuxième partie du côté de l'order flow, je voulais vous le montrer, c'est ces mécanismes très psychologiques et émotionnels qu'on tente en fait de faire pour dire c'est monté très vite, très fort, donc ça va continuer très probablement. Donc il y a deux camps qui s'affrontent, soit on est plutôt bear, c'est monté trop vite, trop fort, donc ça doit baisser, soit on est extrêmement bull, c'est parti très vite, très fort, ça ne peut donc que continuer. Et on voit ces mécaniques sur des toutes petites time frames, par rapport aux 70 000 $ jusqu'à maintenant aux alentours des 63 000 $. Vous voyez en fait ces poches de liquidité sous les creux qui se positionnent. Alors c'est très algorithmique, c'est très... c'est très récurrent et c'est très logique hein, en réalité, mais on vient tout simplement les chasser un par un, un par un, un par un. Je vous le dis en toute franchise, généralement, ce type de, pas de manipulation, mais ce type de contemplation de marché finit toujours par un sell-off un peu agressif. Donc généralement, je vous le dis franchement, ça ressemble plutôt à ça. Je vais passer sur de time frame horaire. Donc vous voyez, ça descend doucement, ça remonte, ça descend, et après ça consolide, et après il y a vraiment un espèce de truc comme ça avec une réintégration, et généralement, on joue ici, qui en fait empêche les personnes de passer sous les stops, puisque les risques et récompenses ne sont pas avantageux. Dès lors, on fait sortir beaucoup d'acheteurs en gros levier d'achat, voire la quasi-totalité en gros levier d'achat, et l'objectif derrière, en cas de réintégration, c'est d'aller faire un nouveau sommet. Voilà, tout simplement. Donc généralement, ça se finit comme ça. Je ne dis pas que ça va se passer, je dis juste que c'est une fractale de marché qui apparaît souvent, tout simplement. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'ordres, beaucoup de bears qui se réveillent ici, donc qui tentent de reprendre le momentum, notamment sur des petites time frames, et bon, on viendra tout simplement les éclater tout au tard. À partir du principe qu'on viendra les éclater. Pour la simple et bonne raison que les bears n'ont pas eu raison pendant longtemps, donc resteront convaincus beaucoup plus longtemps. Et réfléchissez si vous êtes bear ici et si vous shortez. Généralement, quand on short, c'est qu'on n'a pas forcément l'intuition. C'est qu'on pense réellement que ça va retracer. Et si vous l'avez joué depuis longtemps, vous allez le tenir longtemps. Hein, vous n'allez pas couper votre short très rapidement. Si vous vous êtes fait éclater 5-6 shorts ou 5-6 trades contre tendance en l'espace d'un mois, 6 mois, on finit souvent par avoir raison. Et souvent, les bears comme les bulls ont raison une fois trop tôt. C'est très régulier.
à partir du principe que vous allez très probablement le tenir très longtemps. Si vous êtes dans ce cas de figure, mettez-le moi en commentaire, ça m'intéresse beaucoup, pour savoir jusqu'à quel niveau de prix vous êtes prêt à le tenir. Est-ce que vous le tenez jusqu'à 50 000 $? Est-ce que vous le tenez voire beaucoup plus bas que les 50 000 $? Je ne parle pas ici des hedge positions, je parle vraiment des traders contre-tendance et plutôt des bears ici qui ne sont pas forcément convaincus. On voit que c'est boule, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais à quel point vous allez le tenir? Et ça va vous donner, en fait, vraiment mettez-le moi dans le commentaire et prenez le temps, vous qui m'écoutez, de lire ce commentaire-là ou ces commentaires-là. On le reprendra ensemble probablement jeudi s'il y a des commentaires qui sont dans ce sens-là. Puisque vous comprenez bien que ça crée des zones de liquidité en attente à venir déloger. Et généralement, quand on les déloge, si vous reprenez toutes les fractales précédentes, ça va vite, généralement. Hein, vous voyez, enfin, je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait le prendre, soit dit en passant. Voilà, des trucs un peu comme ça, si vous voulez. Bon, c'était relativement bien ici, ou des trucs un peu comme ça. Vous voyez, qu'on garde vraiment longtemps et on a vraiment des décrochages. Et ce n'est pas des petites bougies, hein. C'est vraiment des bougies qui font voilà, 6, 10, parfois 20%. Je ne sais pas si on en a sur les précédents bull market, mais c'est exactement la même chose. On a des fois des espèces de bougies qui partent très très fort. Parce qu'on a eu raison. Voilà, une bonne bougie. Voilà, bah c'est ici une bonne raison. Ça a pris plusieurs semaines, mais techniquement, c'est un peu ça. Vous voyez que on a tenté de prendre et shorter le marché tout le temps. Donc, on va tenter de garder ces shorts extrêmement longtemps. Et quand ça se vient à se dégoupiller, ça se dégoupille de façon extrêmement franche. Et vous avez des magnifiques bougies de 26% en l'espace d'une semaine. Donc, voilà ce que j'attends personnellement dans les prochaines semaines. Donc, s'il y a quelques bébères qui souhaitent éventuellement me partager ça dans les commentaires, pas forcément que vous soyez bear depuis toujours, mais juste que vous jouez la contre-tendance. Ma question, c'est combien de temps vous allez le garder. Voilà, pas plus de ça derrière de ce côté-là. Je finis juste sur peut-être une astuce, un tips que vous pouvez éventuellement regarder. Ça marche aussi bien sur Bitcoin, aussi bien sur Ethereum, que l'ensemble de nos cryptoactifs dites préférés. Ne cherchez pas forcément des prix. Ne cherchez pas forcément des narratifs. Cherchez des zones de volume pour pouvoir vous positionner. Et positionnons-nous sur des zones de volume. Je m'explique de façon extrêmement limpide. On va prendre Bitcoin et on va le positionner sur des volume profiles. Bon, je vais tout effacer, on s'en fiche du reste. Je vais passer en daily, on le verra beaucoup mieux. Et vous allez regarder ces trous de volume profile par rapport à tout le précédent mouvement. Donc on peut partir en fait de décembre 2022 ici, à peu près, hein, voilà, par rapport aux arrachements haussiers. Et on va regarder ces zones de volume. J'espère qu'ils vont s'actualiser. Voilà, ils se sont actualisés. On voit plusieurs choses. La première chose, c'est que ici, vous avez une belle zone de volume. Formidable. Clairement là-dessus. Hein. Bon, c'est grosso modo distribution, plus rencontre entre l'offre et la demande. Dès lors, c'est ce qu'on appelle aussi de l'intérêt. Et on cherche ces zones d'intérêt qui sont représentées graphiquement par des zones de volume. La prochaine zone de volume, elle se trouve juste en dessous. Voilà, ici sur les 62 400 $. On y est quasiment, on va très probablement y aller, mais c'est une zone de volume qui devrait être défendue par de la smart money, qui devrait être défendue par du swing trader et par du trader, voire de l'investisseur. Déséquilibre de marché, zone de rechargement d'achat à court terme, on ne va pas y revenir. La prochaine zone de volume, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que même si ici elle est relativement maigre, bah c'est ici la prochaine grosse zone de volume. Dès lors, si on venait à perdre cette zone des 60 000 $, bah peut-être qu'en one shot, et très probablement qu'en one shot, on irait faire un tour sur les 50 000 $. Si on venait à perdre ces 50 000 $, et à quel point il ne faut pas perdre ces 50 000 $, vous l'avez compris pourquoi, la prochaine zone de volume se trouvera sur les 44 42 000 $, également target de JP Morgan. Il nous l'aura dit il y a quelques jours, voire quelques semaines en arrière. Cet exercice-là, vous pouvez le faire sur toutes vos crypto-monnaies préférées. Et ça vous donne en fait des plaies pour pouvoir vous positionner. Je vais prendre un exemple concret. J'y étais juste avant, Dogecoin par exemple. Dogecoin, c'est plutôt pas mal de l'observer. Je vais repasser en daily, qui nous a fait un sacré drawdown, soit dit en passant. Je ne sais pas si on peut le voir par rapport à toute la consolidation. Je vais essayer de le regarder comme ça. Hop, je vais le monter. Mais il a bien poussé quand même, Dogecoin. Merci Elon Musk par rapport à ta proposition de pouvoir acheter des Tesla en Dogecoin tôt ou tard, prochainement. Je ne sais pas si... voilà, il nous avait fait un tweet, je ne sais pas quoi, donc ça a plutôt bien fonctionné. Généralement, dès que Elon Musk commence à ouvrir la bouche et parle de son Dogecoin, généralement c'est pour distribuer. Donc je crois même que c'est lui qui distribue pour information. Bon, bref, c'est un petit peu... C'est ce qu'on explique dans les milieux autorisés, évidemment. Bon, il y a des zones de volume. Vous en avez d'ailleurs une belle ici. On est en train de la travailler. On est potentiellement en train de la briser. Prochaine zone de volume, trou dans le volume profile. Juste ici, qui serait une bonne zone d'ailleurs d'acquisition. Et la prochaine, elle se trouve actuellement sur les 0,08. Donc vous voyez que l'opportunité ici, il y en a plusieurs. La première, nous y sommes sur Dogecoin, si ça vous intéresse. Ça fait d'ailleurs un beau drawdown, 30-40% par rapport à la prochaine mois. Ouais, 33%. On est même tombé jusqu'à moins 40%.
Bon, c'est très spéculatif, c'est très volatile, ça reste du meme coin, même si c'est très capitalisé. Hein. Ne nous y trompons pas, on parle d'une crypto qui fait partie du top 10 de l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Et ils arrivent à faire des trucs, des drawdowns de plus 200, plus 300%, moins 40%. Donc à quel point, bien qu'il y ait une capitalisation certaine par rapport à ces projets-là, partez du principe qu'il y a beaucoup d'argent qui navigue sur ce marché également. Donc quand vous voyez un Dogecoin qui prend 2 sous de pourcent, partez du principe qu'un Floki pourrait en prendre 800%. Hein, c'est pas complètement délirant, évidemment. Donc cherchons les zones de volume, et on peut tracer bien évidemment des Fibos, et ça va peut-être vous faire sourire, mais généralement, ça tombe pile dedans. Voilà, zone de volume, premier arrêt, vous l'avez ici, et zone de rechargement d'achat entre les 618 et les 786, magnifique zone de volume. C'est clairement ici qu'on pourrait se positionner. Faites ce travail-là avec toutes les cryptos que vous voulez, ça fonctionne très bien, et vous prenez les flux. Hein, ne prenez pas l'intégralité du mouvement, vous prenez vraiment le départ du flux par rapport à des tendances paraboliques. Et on se positionne, premier arrêt, 0,50% de tout le précédent mouvement, ou une zone de rechargement d'achat, moyen terme, court terme. On se laisse là-dessus, je vous souhaite une excellente après-midi.